Donc on va parler d'abord de la diversification, parce qu'il y a différents modèles de diversification. Aujourd'hui, on le voit, ça devient quand même une nécessité pour beaucoup d'exploitations agricoles et une envie aussi. Il y a vraiment aussi une envie d'aller partager. Donc ça peut être de la vente en direct, ça peut être de l'agritourisme, ça peut être de la transformation aussi. Il y a différents modèles. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire comment est-ce qu'on partage ça? Comment est-ce qu'on partage ce qu'on fait au quotidien dans sa ferme? Et c'est de ça dont on vient parler. Donc on a la chance d'avoir 5 grands experts aussi aujourd'hui avec nous. Il y a des agriculteurs et il y a aussi des experts aussi dans la communication agricole. Ce que je propose, c'est qu'on va faire un petit tour de table et ensuite on va pouvoir approfondir. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, c'est interactif, on pose toutes les questions, on échange, on est au salon de l'agriculture et c'est comme ça qu'on a des belles conversations. Donc n'hésitez pas. Je te laisse la parole. Bonjour, alors Eva Boisson, je suis fondatrice de Tournesol Studio. C'est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc grosso modo, c'est de la réalisation de photos et de vidéos pour mettre en valeur vos activités et vous. Moi, c'est Mathilde Florentin et j'ai créé l'agence Jeune Pousse. C'est une agence de communication agricole pour les entreprises agricoles qui ont des services et des produits pour les agriculteurs et qui ont donc besoin d'un vocabulaire technique. Et aussi beaucoup de producteurs en vente directe qui, eux, ont besoin de communiquer auprès du grand public, de parler de leur métier, de parler de leurs produits et de casser les préjugés. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Stéphane Fautrat, je suis agriculteur dans le nord du Loiret depuis une quarantaine d'années, producteur de production végétale, d'activités de transformation en hébergeant une brasserie, en développant un tiers-lieu et plus d'autres activités. Donc vous pouvez me définir comme vous voulez, hyperactif, agri-slasher, comme vous voulez. Mais en tout cas, on va en parler dans cette heure. Bonjour à toutes et tous. Moi je me suis un peu transformée en Thierry qui va bientôt arriver. Thierry qui est un agriculteur dans les Hauts-de-France, donc plus connu sous le nom de Thierry agriculteur d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il a fondé Dans les bottes, donc on va sûrement en parler aussi. C'est pour mettre en relation le grand public et les agriculteurs. Et aussi pour moi-même, moi je suis ingénieur agronome de formation et je me réoriente dans la communication. Donc voilà, pour communiquer sur l'agriculture. Et bonjour, moi c'est Maëlys, je travaille à Coco Lodge avec Coralie. Le Coco Lodge, c'est l'hôtellerie agricole. On accompagne les agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agritourisme sur toute la démarche selon leurs besoins. Alors, je pense qu'on peut commencer avec Stéphane, qui est en majorité aujourd'hui, on peut le voir. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, quand tu as ouvert ce tiers-lieu, déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de diversifier la ferme? Donc il y a eu notamment l'histoire, tu vas peut-être nous raconter l'histoire de la brasserie avant. Je te donne quelques minutes pour la faire courte. L'histoire aussi, et qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui de te diversifier, notamment dans un tiers-lieu, donc c'est aussi de l'accueil et ça nécessite de la communication sur ta ferme. Le sujet, c'est la communication, mais avant de parler de communication, je vais dire en quelques minutes, ce sur quoi on doit communiquer. Donc moi, je suis agriculteur dans le nord du Loiret de production végétale depuis 40 ans. N'ayant pas de successeur, je me suis posé la question en 2017-2018 du devenir de cette exploitation agricole dont nous sommes propriétaires, mon épouse et moi-même, parce que souvent, quand vous êtes agriculteur, vous passez toute votre carrière à être agriculteur, à produire, mais aussi à racheter des parts, des frères, des sœurs et tout ça. Et vous arrivez globalement à la fin de votre carrière en étant propriétaire de l'ensemble. Dans un certain nombre de cas, ce qui est mon cas. Donc on se pose la question du devenir de cette exploitation agricole dont nous sommes propriétaires, partant du principe que l'agriculture et l'alimentation des 30 ou 40 ans à venir ne sera pas l'agriculture et l'alimentation des 30 à 40 ans passés. En tout cas, nous, c'est notre idée. Voilà, c'est pas forcément l'idée de tout le monde, mais c'est notre idée. Et on se dit, notre exploitation, elle est à 50 km de Paris, 60 km, et quand vous avez 15 millions de consommateurs à votre porte, je trouve dommage que nos orges de brasserie,
nos céréales, nos tournesols partent à l'autre bout du monde pour être transformés, reviennent dans un port à Anvers et reviennent dans une brasserie ou une entreprise locale pour faire un produit fini. C'est un peu l'idée. Donc, comme nous sommes producteurs d'orge de brasserie notamment, on se dit que ce serait bien d'avoir une brasserie artisanale dans la ferme. Et comme je suis trop vieux, je suis dans l'incapacité de créer une brasserie, puisque il faut du temps, il faut beaucoup de connaissances et tout ça. Donc l'idée finalement, c'est de regarder s'il n'y a pas des entreprises en création qui auraient envie de venir s'installer dans une ferme, à un endroit où on produit de l'orge de brasserie. Et le hasard a voulu que via les réseaux sociaux, donc on rentre un petit peu dans la communication, où je suis extrêmement observateur, je rencontre via le compte Instagram les fondateurs de la brasserie qui est là, LBF, la brasserie fondamentale, qui est la 10e brasserie artisanale de France aujourd'hui, sur ses résultats depuis qu'ils sont arrivés chez nous tout petits. Donc voilà un petit peu l'histoire. Ça, c'est le départ de la transformation de cette exploitation agricole. Et fort de ça, une rencontre avec les dirigeants de la région Centre-Val de Loire, puisque nous sommes dans la région Centre-Val de Loire, qui nous disent vous avez un modèle innovant, ce serait bien que vous ayez un tiers-lieu dans votre ferme, parce qu'on manque de lieux dans ce territoire, qui est un territoire rural, hein, c'est pas très loin d'ici, mais c'est un territoire rural, où des entrepreneurs peuvent se rencontrer, où des citoyens peuvent se rencontrer, où vous pouvez, c'est un lieu hybride, hein, un tiers-lieu. Et donc, réfléchissez à cette histoire. Donc, finalement, on a répondu à un appel à projet avec 4 fondateurs, de créer dans la ferme, et ça ouvrira définitivement le 20 juin, un tiers-lieu de compétences. Un tiers-lieu de compétences, c'est un lieu où on vient apprendre tout au long de la vie, des métiers, des activités, donc un métier sur la robotisation en agriculture, une action sur bien cuisiner, une action pour des enfants sur un club de théâtre pendant les vacances scolaires. En fait, c'est des activités de territoire aussi larges que nous le pouvons le faire dès l'instant où ça correspond à nos valeurs, qui sont l'agriculture de qualité sous label, l'exploitation étant en agriculture biologique, la transition écologique, la relocalisation, manger sain, voilà. Donc tout ça, c'est quand même des valeurs que nous défendons et que nous souhaitons transmettre. Donc voilà un petit peu l'histoire développée depuis 2017. Donc une exploitation agricole, une brasserie d'importance qui se développe, un tiers-lieu qui va être en pleine activité à partir de cet été. Donc voilà le contexte, et puis on parlera peut-être de la communication ou des réseaux où se faire connaître après. Merci Stéphane, et je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a aussi cette notion de transmission du savoir qui est très forte et qui est très puissante, on le sait. Aujourd'hui, transmettre le savoir agricole, ça devient une priorité aussi. On en a besoin. Et pour ça, on utilise aussi, alors Lise, tu peux peut-être nous expliquer l'application dans les bottes et du coup Thierry qui est juste là, qui est également l'agriculteur, mais je laisserai Lise qui s'est assise en parler et de dire voilà, comment est-ce que vous voyez ces choses-là, de cette notion de transmission du savoir-faire et de transmission à travers les visites notamment à la ferme et l'application dans les bottes. Merci. Alors tout à fait, nous, donc l'application dans les bottes créée par Thierry qui vient juste d'arriver. C'est l'application qui vous invite au cœur des fermes. Donc vraiment en fait c'est une offre de service pour les agriculteurs. En fait, on veut faciliter l'utilisation la pratique d'activité de visite dans les fermes en créant cette application. Donc les agriculteurs, ils peuvent s'inscrire gratuitement. Ils créent leur profil et après ils ont accès à un calendrier de réservation, il y a le paiement en ligne, un chat de discussion, tout ça, ils peuvent mettre leurs photos, enfin tout est fait pour que ce soit simple pour eux. On peut même créer des affiches automatisées pour qu'ils puissent les imprimer et les mettre sur leur marché par exemple. Et donc l'appli dans les bottes, c'est vraiment reconnecter les agriculteurs, le monde agricole et le grand public, donc parfois les citadins qui veulent découvrir les fermes et avoir des expériences vraiment immersives. Nous, nos valeurs, c'est la transparence, la simplicité et l'authenticité.
Donc on a vraiment à cœur de, à travers l'application, inviter un maximum de gens dans les fermes pour, pourquoi pas, susciter des vocations pour, je pense, aux enfants, surtout par exemple, qui découvrent la ferme, qui sont heureux de traire des brebis, de tester un tracteur et qui peuvent, du coup, je pense, mieux découvrir l'agriculture et pas à travers peut-être des clichés qu'on peut voir sur les médias, je ne sais pas, mais c'est vraiment proposé par l'expérience, de vivre l'expérience agricole. Trop chouette, merci beaucoup. Cette notion d'expérience aussi, elle est super importante. On le voit, c'est pas que simplement aller voir quelqu'un, mais c'est aussi découvrir, rencontrer, partager. Et aujourd'hui, il y a d'autres manières. Donc cette première manière de visite à la ferme, mais il y a aussi l'agritourisme à travers l'hébergement. Et Maëlys, est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand quelqu'un vient dormir sur une exploitation agricole? Quel est le lien qui va pouvoir se partager entre un voyageur et un agriculteur? Oui, bien sûr. Alors nous, comme dans les bottes et comme je vois les collègues, les copains de Bienvenue à la ferme, on veut promouvoir l'agritourisme, comme on en a parlé déjà, reconnecter le monde urbain, le monde rural, recréer de l'échange et aussi dynamiser les exploitations agricoles, encourager la diversification. Et en fait, en proposant l'hébergement sur les exploitations agricoles, on peut complètement développer cette expérience. Le voyageur, il va rester sur la ferme, il va pouvoir voir pas forcément que le temps d'une visite, mais sur un séjour plus long, c'est quoi la vie à la ferme, échanger avec l'agriculteur, pouvoir parler avec, et puis aussi faire des visites, déguster les produits sur la ferme, sur l'exploitation. Et voilà, il y a une transmission de savoir-faire et un échange qui est pour nous assez essentiel. Merci beaucoup. Et tout ça, même chose, je pense que vous allez être d'accord avec moi, il faut communiquer dessus. Il suffit pas, moi c'est un peu mon combat là-dessus, il suffit pas juste de mettre un hébergement dans un champ pour que ça marche, il suffit pas juste d'avoir une idée en tête d'activité pour que ça fonctionne, il faut communiquer, il faut bien communiquer aussi aujourd'hui, ne serait-ce que pour communiquer sur le monde agricole, mais aujourd'hui sur tout ce qu'on va pouvoir partager. Et là, est-ce que tu peux nous dire, Mathilde, toi, quels sont les conseils autour de la communication quand on a cette nouvelle activité de diversification? Comment est-ce qu'on peut faire pour bien le partager et aussi le partager en prenant aussi le moins de temps possible? Quels sont les premiers conseils à faire pour bien communiquer? Alors nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Jeune Pousse parce qu'on sait que quand on est producteur en vente directe ou qu'on est producteur et qu'on accueille des gens sur la ferme, on n'a forcément pas beaucoup de temps. Donc nous on fait notamment des formations pour les producteurs via les chambres d'agriculture ou aussi via d'autres fonds de subvention pour apprendre aux agriculteurs à communiquer, oui, mais par rapport au temps qu'ils ont de disponible. La première étape, c'est se poser la question de qui on est. Est-ce qu'on a envie de mettre en avant le côté exploitation familiale? Est-ce qu'on veut mettre en avant le côté bio, par exemple, si on est labellisé? Ensuite, c'est de se dire qui sont nos clients. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on est plutôt sur des consommateurs ou plutôt des restaurants, du B2B, des entreprises? Et suite à ça, on va aussi se dire quels sont nos objectifs. Est-ce qu'on veut gagner beaucoup de clients? Combien de chiffres d'affaires on veut se développer, etc. Et ensuite, par rapport à tout ça, on va aussi réfléchir forcément à notre budget qu'on peut y consacrer et au temps de disponible. Et nous, on fait aussi beaucoup d'accompagnement aux producteurs pour leur expliquer comment faire, etc., les grandes étapes. Et selon le type de public, par exemple, si on est plutôt sur du très local, on va par exemple plutôt publier sur Facebook, parce que Facebook a un algorithme qui fait que vous allez toucher facilement les gens autour de vous. Par contre, sur Instagram, vous allez peut-être toucher des gens du sud-ouest alors que vous venez du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est l'exemple que je prends toujours, la boulangerie d'en bas de chez vous, vous la verrez peut-être sur Facebook, mais pas forcément sur Instagram, parce que l'algorithme est fait comme ça. Donc voilà, c'est vraiment réfléchir, de se poser. C'est pas facile quand on est producteur de se poser, mais se poser déjà une première fois et de se dire, ok, qui je suis, vers où je veux aller et quels sont mes objectifs. Merci beaucoup. Et comme on arrive dans les réseaux sociaux, il y a aussi énormément de visuels, il y a maintenant beaucoup de différents formats aussi autour des réseaux sociaux. Et est-ce que, Eva, tu peux nous partager ton retour? Quelle est l'importance finalement des photos, des visuels, des vidéos, et comment on utilise, pareil, quels sont tes conseils par rapport à ça?
Alors, je pense que vous êtes tous au courant et vous le vivez tous. L'audiovisuel fait partie intégrante de notre quotidien. Donc, on consomme de l'image du matin au soir, de la photo, de la vidéo. Et donc, moi, je suis partie du constat que l'agriculture et les agriculteurs de manière générale souffrent d'une image hyper stéréotypée, que ce soit positif ou négatif. C'est ou hyper romantisé ou alors vraiment on a l'image du paysan hyper rustre. Et du coup là, l'idée de Tournesol, c'est de pouvoir donner une image authentique et réelle au secteur agricole et aux acteurs de ce secteur. Et du coup, par l'image. Alors pour ça, je propose moi personnellement une communication authentique et mes conseils pour une communication de cette authenticité, pour sortir de ces images de banques d'images qui sont utilisées et réutilisées, c'est de montrer la réalité, c'est d'aller chez les producteurs, dans leurs champs, sur le marché. En photo, c'est de capturer vraiment les moments, les activités. Et en vidéo, c'est de pouvoir avoir du témoignage, de la voix, des émotions et de ne pas montrer quelque chose de stérile comme on peut en voir partout. C'est d'avoir quelque chose de super personnalisé en fait et d'avoir à la fin un rendu qu'on ne pourra pas reproduire ailleurs. Merci beaucoup. Alors quand on fait de la diversification, si c'est de l'accueil à la ferme, de la vente directe, on peut avoir des retours aussi des clients, des personnes qui viennent. Comment, peut-être Lise, tu peux nous partager, parce que du coup Thierry il est agri-youtubeur sur les réseaux. Est-ce que tu veux peut-être intervenir aussi? Écoute, comment est-ce que tu fais pour gérer justement ce retour avec les clients en direct quand on fait de la communication, quand on communique au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le gère finalement? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc comment on fait quand on est au quotidien avec des consommateurs, les citoyens? Souvent, moi, le premier constat que je fais, c'est que les questions sont souvent très basiques, très simples. On a l'impression, comme on est certainement expert dans notre métier, que les gens puissent s'intéresser et avoir une expertise. En réalité, moi, quand je fais visiter la ferme, les retours, c'est ah, vous plantez des poireaux, d'accord, et vous les arrosez? Oui, on arrose, mais pourquoi? Parce qu'une plante, ça a besoin d'eau. Quand vous avez une fleur que vous le mettez dans un pot, il faut lui mettre de l'eau, sinon elle va faner. C'est souvent des choses assez simples. Et donc, c'est commencer par répondre à ces choses-là. Alors après, on a des questions plus complexes quand même. Hein. Mais voilà, souvent, le regard, il est un peu comme ça. Et d'arriver à pouvoir en discuter. Alors, à la fois, c'est une richesse pour celui qui vient vous écouter, mais aussi, surtout pour nous, quand on a la chance de pouvoir avoir un interlocuteur qui pose des bonnes questions, c'est de dire ah ben on est intéressant, ils sont intéressés, ça se passe bien. Et parfois oui, on peut avoir des mauvaises questions. Alors là sur les réseaux sociaux, c'est parfois plus trash. Après il y a des catégories de réseaux où on va prendre du plus compliqué au plus facile. X, c'est souvent pas toujours facile. Facebook, c'est quand même assez compliqué. Insta, c'est souvent une communauté qui est plus acquis et vous suit régulièrement, donc en général moins problématique. YouTube, c'est plus questionnant, ça peut être clivant aussi. Mais voilà, et je dirais c'est dans le type, j'allais dire, de médias aussi qu'on peut utiliser pour communiquer, qu'on va retrouver j'allais dire le type de public qui sera intéressant ou pas. Il faut vraiment aimer, entre guillemets, utiliser personnellement le réseau pour moi l'investir, ou tout au moins y avoir goûté un petit peu avant pour voir comment ça fonctionne. Voilà, moi je suis pas sur Snapchat, je comprends pas comment ça fonctionne, je vais pas aller poster dessus, quoi. Voilà, c'est pas un truc pour un jeune comme moi, quoi. T'as raison, c'est beaucoup trop. Stéphane, je rebondis dessus. Toi, aujourd'hui, tu utilises beaucoup la presse, ou elle vient vers toi aujourd'hui. Il y a d'autres réseaux. Chacun son point fort aussi là-dessus. Comment est-ce que toi, tu fais pour communiquer sur le tiers-lieu? Donc maintenant, on va parler. Alors, on a parlé de l'écosystème tout à l'heure et le tiers-lieu carrément local, hein, que je peux vous laisser une petite doc après. Les grandes activités, parce que communiquer, mais communiquer à quel sujet? Sur quoi? Donc je vous précise un petit peu les choses. C'est un tiers-lieu de compétences
Donc il est habilité à accueillir des organismes de formation, et notamment des métiers en tension du territoire, à accueillir des séminaires d'entreprise, à développer une épicerie de produits fermiers, par exemple. Et donc, pour entrer dans le sujet de la communication, je dirais qu'il y a 3 objectifs ou 3 cibles par rapport à cette communication. La première, vous l'avez vu, c'est un lieu hybride où on peut accueillir des porteurs de projets ou des entreprises. Donc, c'est d'être connu de toutes celles et ceux qui auraient envie, dans un écosystème comme ça, un jour de porter un projet. Au même titre que nous avons accueilli les fondateurs de LBF. Par exemple, j'ai une jeune fondatrice d'une entreprise agroalimentaire que j'ai rencontrée récemment, qui, je trouve ce qu'elle fait très très bien et qu'on pourrait éventuellement accueillir à côté de la brasserie. Donc c'est à destination des porteurs de projets. La deuxième chose, c'est que ce genre de dispositif, il est cofinancé par un certain nombre d'institutions ou d'institutionnels. Nous concernant, c'est la région Centre-Val de Loire, c'est la Banque des Territoires, c'est la commune et des entreprises privées. Donc, il est logique et normal et bien que les entreprises qui nous accompagnent dès le début constatent dans la communication et sur tous les réseaux de communication, tous les véhicules de communication, que l'on parle de ce projet et qu'on parle d'eux. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que c'est une activité qui est vouée à accueillir du public, à avoir des clients, à avoir des prestataires. Et donc, bien entendu, ça permet de nous faire connaître, et notamment pour l'épicerie de produits fermiers, parce que c'est un métier un peu compliqué, hein, donc il ne faut pas se tromper dans ce domaine-là. Donc les véhicules de communication sont les réseaux sociaux un peu, et le réseau professionnel LinkedIn par exemple, et puis la presse, effectivement. Nous, on implique la presse locale, la PQR de notre région, parce que c'est un projet assez innovant. Donc dès que c'est un petit peu innovant, que ça touche des publics, qu'il y a de l'économie sociale et solidaire, bien, ça les intéresse. Et puis c'est une nouvelle histoire, quoi. C'est quelque chose d'un peu original. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger la presse locale. Voilà. Merci beaucoup. Alors il y a plusieurs, ça c'est aussi un autre moyen de communication. Comme je vois que vous êtes là, bienvenue à la ferme, peut-être que vous voulez intervenir aussi sur cette partie de réseau, parce que vous êtes aussi un réseau de communication. Vous, comment est-ce que vous le voyez? Vous êtes là depuis plusieurs années maintenant, dans le monde de l'agritourisme en général. Par exemple, vos adhérents, comment ça se passe? Quels sont les moyens qu'ils utilisent? Alors, ils utilisent votre réseau, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Bonjour, c'est-à-dire que du coup nos adhérents, on a la chance d'avoir en effet des réseaux sociaux qui sont assez fournis. Avec l'apparition de LinkedIn, on a aussi une forte communauté très très présente sur ce réseau social-là. On est présent sur tout ce qui est possible d'être présent, mais en effet les outils qu'on maîtrise, je pense que c'est un peu la clé pour avoir de la visibilité et pouvoir porter les projets le plus loin possible. Trop chouette, merci beaucoup. Sur cette partie de communication, Mathilde, est-ce que tu veux aussi intervenir, de peut-être bien cibler, de dire qui on est et du coup quel canal on a envie d'utiliser, et pour qu'on soit bien en adéquation. Thierry le disait notamment par rapport à Snapchat. Est-ce que toi tu as des préconisations quand tu accompagnes les agriculteurs et agricultrices? Alors, moi, donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis fille d'agriculteur et future agricultrice, et j'ai le bon sens paysan, où il y a un dicton qui dit « il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier ». Si vous avez une communication que sur LinkedIn, par exemple, c'est super, vous allez peut-être toucher plein de monde, mais demain, votre, par inadvertance, vous oubliez votre mot de passe, ou LinkedIn décide de vous supprimer votre compte, parce que des fois ça arrive, on n'est pas chez nous sur les réseaux sociaux, vous vous retrouvez, Thierry peut témoigner pour YouTube, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc moi ce que je conseille toujours aux producteurs, c'est
plusieurs canaux de communication, mais pas non plus de s'éparpiller. On le fait en toute logique et on regarde aussi par rapport au temps qu'on a disponible. Et Stéphane a tout à l'heure parlé de la presse. La presse, les médias locaux sont effectivement très enclins à vous donner une grosse visibilité locale, voire nationale. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent au JT de 20h et moi je trouve ça super. En plus, ça casse les codes et les préjugés qu'on a sur le domaine. Et ça, franchement, utilisez-les au maximum. Parce que ça peut être un très très bon relais d'information. Il y a de plus en plus de néo-médias sur les réseaux sociaux aussi qui peuvent vous donner une audience autre que la vôtre. Et puis voilà, sinon faire aussi en logique de vos clients. Si c'est du consommateur, encore une fois, Facebook, Instagram si vous avez le temps. Et je vais vous partager aussi un chiffre. On estime qu'il faut répéter 14 fois un message pour qu'un prospect passe à l'action. C'est un petit peu comme les enfants ou les maris, les conjointes. Il faut répéter plusieurs fois pour que la vaisselle soit faite, etc. Enfin, vous connaissez. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs canaux, à marteler. Alors, on n'envoie pas 15 fois le même message à la même personne, mais si on fait une campagne SMS, des mails, le flyer, le panneau de la ferme, et tout ça, au bout d'un moment, vous aurez le client, enfin la personne qui va devenir cliente. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi des acteurs de la communication qui sont là. Est-ce que tu veux peut-être nous dire, notamment sur la partie événementielle, parce que quand on accueille dans le monde agricole, dans l'événementiel aussi, comment ça se passe, comment est-ce que toi tu fais, et est-ce que tu peux aussi te présenter, parce que du coup moi je te connais mais tout le monde ne te connaît pas, et quels sont les canaux que vous utilisez vous pour des événements aussi importants que ça? Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément, je suis directeur communication digitale pour le Sommet de l'élevage, que vous connaissez peut-être. Et nous, en fait, notre parti pris, ça a été, comme on ne pouvait pas ajouter de mètres carrés en événementiel, pour prolonger la visibilité de nos exposants, on a décidé de prolonger tout ça sur le digital par le biais d'un média qu'on appelle le Comptoir des éleveurs, que vous connaissez aussi peut-être. Et là, le parti pris, c'est vraiment de faire, par la communication, du coup, de la vidéo et de la vidéo courte, voilà, parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est comme ça qu'on consomme le contenu. On va aller chercher du format court, on va aller chercher forcément du format mobile, pas plus de 3 minutes, et c'est comme ça que du coup on crée on va le répéter, voilà, mais ouais, en tout cas c'est notre parti pris. Si je dois être plutôt synthétique sur ma partie à moi, c'est vraiment ce parti pris qu'on a eu avec le Comptoir des éleveurs et qui marche bien d'ailleurs, donc on est content. Merci. Et Eva, toi, tu fais du format court, mais tu fais aussi du format long avec des agriculteurs sur des tournages ou sur des rushs. Comment ça se passe? Est-ce que tu racontes des histoires aussi? C'est peut-être pas le cas. Tu me regardes avec un intérêt. Mais justement, j'en apprendrai mieux sur ton métier du coup. Quand toi, tu fais de la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et quelle histoire tu racontes? Alors le premier format long que j'ai fait, c'est le tournage qu'on a eu hier justement pour le Comptoir des éleveurs, qui sera un film mi-long puisque ce sera 15 minutes, donc on n'est pas non plus sur un film. Moi je suis, comme Clément le disait, et je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut du format court, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas raconter des histoires. Donc moi ce que je fais quand je vais chez un agriculteur par exemple, je passe du temps. Moi, j'y passe beaucoup de temps. L'idée, c'est de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour capter les bons mots, la bonne ambiance, de pouvoir être à l'aise, mettre l'interlocuteur à l'aise, qu'il puisse avoir le temps de nous montrer tout ce qu'il veut nous montrer, tout ce qui lui tient à cœur. Et en fait, c'est de pouvoir être là, avec la caméra, de pouvoir capter ces instants clés qui vont pas prendre beaucoup, mais qui vont avoir une importance. Donc le format court est hyper important. Par contre, il faut savoir synthétiser. Et en fait, en très peu de temps, on peut faire passer de très grandes histoires. Ah, il remarche. Merci Eva. Et Maëlys, peut-être pour clôturer aussi là-dessus, ou après je vois que Stéphane veut prendre la parole. Est-ce que tu peux nous dire, donc notamment il y a cette partie de communication, là on a parlé de la communication peut-être avec les agriculteurs, pour les agriculteurs, mais il y a aussi cette communication auprès des voyageurs ou auprès des consommateurs finaux. C'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, toi comment est-ce que tu vois les choses dans l'agritourisme spécifiquement, pour communiquer aux voyageurs et faire parler de cette expérience-là?
Oui, tout à fait. Donc comme on en a parlé, la communication c'est assez essentiel pour montrer son activité, la valoriser. Il y a la communication digitale, il y a la communication via les autres réseaux. Nous, on encourage vraiment d'utiliser un maximum les opportunités et les bons canaux de communication. Et ça, c'est vraiment, selon nous, dépendant de chaque ferme. C'est pour ça qu'on encourage les agriculteurs de porter une marque propre, c'est-à-dire d'avoir la marque de la ferme, parce que c'est le fromage, je prends l'exemple du fromage, mais c'est le fromage de cette ferme, c'est l'hébergement de cette ferme, c'est l'agriculteur ou l'agricultrice de cette ferme. Et en fait, on encourage vraiment de favoriser, comme tu disais Eva, l'authenticité. C'est une ferme, c'est une histoire, c'est un savoir-faire, c'est un terroir. Et pour nous, c'est important que cette communication elle soit vraiment en phase avec l'identité des fermes. Et je pense, pour conclure, et après on pourra, si vous avez des questions, l'idée c'est vraiment que ça soit très interactif, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même 9 Français sur 10 qui souhaitent échanger avec les agriculteurs. Il y a une étude de Booking qui nous disait que 78% des personnes avaient envie d'avoir cette expérience auprès du monde agricole. Donc il y a cette volonté, c'est juste qu'ils ne savent pas forcément par où démarrer. Donc communiquer, parler de vous. Les voyageurs, les consommateurs n'attendent que ça. Donc continuez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'interagir là-dessus? N'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Bonjour, Lucie, Startup Manager à Euratechnologie dans le Nord. Je voulais savoir, quand vous disiez, je suis une ancienne journaliste, quand vous disiez que vous sollicitiez, que la presse assurait pas mal votre relais communication, comment vous y prenez? Vous les invitez à vos événements, voilà, c'est pour creuser un peu. Je sais comment fonctionne la presse. Donc il faut poser un certain nombre de sujets, dire ce qu'on fait, et puis ne pas hésiter régulièrement à envoyer des informations. Elles seront reprises ou elles ne seront pas reprises, mais en tout cas, donc moi par exemple pour cette semaine-là au Salon de l'Agriculture, alors aujourd'hui je fais une conférence, dimanche j'étais sur le stand de Agri Demain je fais un autre truc, et je leur envoie quelques photos et puis quelques mots-clés de l'événement, et ils en font ce qu'ils veulent. Et effectivement, régulièrement, leur envoyer des informations sur nos activités, sur ce qu'on fait, et toujours leur répondre. Voilà, donc quand on fait des trucs, on leur dit, un petit peu en amont, on les accueille, et puis quand ils nous sollicitent, on leur répond toujours. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y a un lien qui soit établi. Voilà. Et en même temps, la communication, c'est de la répétition. Donc on a intérêt, nous aussi, à ce que régulièrement on parle de nous dans les journaux. Et je vous ai parlé d'une démarche locale vis-à-vis de notre tiers-lieu, de l'épicerie de produits fermiers et tout ça. Donc on est bien dans un contour de territoire. Et quand on est dans un contour de territoire, la presse quotidienne, régionale ou hebdomadaire, le Courrier du Loiret, qui est un hebdomadaire qui est dans mon territoire, chaque journal papier est lu 7 fois. Il est acheté une fois, il est lu 7 fois. Donc c'est fondamental. En tout cas, c'est fondamental. Puis peut-être de temps en temps, on peut peut-être y faire. Alors nous, c'est pas encore notre cas, mais je pense le fera, une publicité ou voilà. Donc est attentif de toutes les actions de réseau, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut peut-être finir avec un dernier petit tips, un dernier petit conseil? Et après, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour goûter les bières LBF. Et sinon, la déception de Stéphane sera beaucoup trop grande. Il y a les bières Cocomiettes qui sont derrière. Donc c'est une deuxième marque qui arrive également sur la brasserie. Il y a les petites bêtises de Cambrai parce que nous, on vient du Nord et du coup, on vous propose les produits de la région. Et ensuite, vous avez un petit atelier autour de l'agritourisme. Et là, vous pouvez noter qu'est-ce qui est important pour vous en plaçant une petite gommette. Donc n'hésitez pas à passer juste là. Et nous, ça nous permet de comprendre. Un dernier petit conseil. Eh ben, mettez les mains dans la terre et montrez-le.
parce que c'est ça qu'on a envie de voir et c'est ça que les consommateurs ont besoin et envie de voir aussi. Moi je dirais, Thierry l'a dit tout à l'heure, souvent les questions elles sont très simples. Moi souvent en formation on me dit, alors déjà les agriculteurs ils viennent et disent je suis un très mauvais communicant donc nous on est très bienveillants, on leur dit non, personne ne communique mal, c'est juste que tout est perfectible, mais surtout c'est important de savoir ce que les consommateurs veulent entendre et veulent savoir, poser-leur des questions. Et rien que de savoir que les vaches sont mises au pré au 1er avril, je vous jure que ça intéresse du monde. Et soyez aussi authentiques, soyez vous-même. Il y a des grandes multinationales qui cherchent à être authentiques, qui n'y arrivent pas. Vous, vous y êtes. La seule chose qui vous manque, c'est de savoir comment communiquer, d'avoir les clés. Et faites-vous confiance aussi, c'est important. Et on ne le fait pas assez. Enfin, moi, je suis un faiseur, donc mener des actions, les réaliser et communiquer intelligemment sur ce qu'on fait et sur le vrai. Je vais ressortir une phrase de Thierry, c'est vaut mieux fait que parfait. C'est-à-dire que vaut mieux se lancer même si on fait des erreurs que attendre et repousser au lendemain, puisque c'est en se lançant et en faisant qu'on apprend. Et aussi le pouvoir du storytelling, parce que Thierry s'est lancé sur les réseaux parce que son fils Émilien se faisait harceler quand il était petit, justement juste parce que son père était agriculteur. Et en fait, c'est juste ses collègues, les collègues du fils de Thierry, ils ne savaient pas ce que c'était l'agriculture ou ils avaient du mépris, je ne sais pas. Et en fait, ils avaient juste peur de la différence. Et donc, le leitmotiv de Thierry, c'est l'agriculture mérite d'être expliquée. Et voilà, donc avec authenticité aussi. Je suis très d'accord déjà avec toutes vos belles paroles. Je reviendrai sur l'authenticité. C'est vraiment, je trouve, la force du monde agricole. Et soyez fiers de ce que vous faites, de votre savoir-faire. Soyez pas timides. Au contraire, nous, le monde urbain, il a envie de voir. Et voilà, soyez fiers. Merci beaucoup et merci à tous et bonne dégustation.